Bonsoir à tous, bienvenue dans cette deuxième partie de 64 minutes à l'occasion de la semaine de la langue française et de la francophonie. On s'interroge aujourd'hui sur la place et l'avenir du français dans le monde. Le dernier rapport sur la langue française dans le monde vient d'être publié par l'Observatoire de la langue française, un organe de l'Organisation internationale de la francophonie. Dans un monde dominé par l'anglais et marqué par de nouvelles dynamiques démographiques, la francophonie est-elle en progression, en stagnation, en recul? Les politiques publiques et les investissements sont-ils à la hauteur des ambitions affichées? Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Nivine Khaled. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes conseillère langue française auprès de la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie. Yvan Kabakov, journaliste que nos téléspectateurs connaissent bien. Vous êtes un visage de la chaîne depuis 12 ans et vous vous présentez bien sûr le magazine Destination francophone. Et depuis le Québec, Mohamed Mbarki, directeur de l'Observatoire de la langue française. Merci à tous les trois d'être avec nous. Alors avant d'entrer dans le vif du débat, Pascal Vessé nous a rejoint. Vous avez décortiqué pour nous ce rapport sur la langue française dans le monde. Quelle est aujourd'hui la situation du français ? La langue française se porte plutôt bien. Selon ce rapport, elle reste parmi les 5 langues les plus parlées au monde, aux côtés de l'anglais, du chinois, de l'espagnol et de l'arabe. On compte aujourd'hui près de 396 millions de francophones répartis sur les 5 continents, dont près de 65% vivent en Afrique. Le français est aussi la 4e langue la plus présente sur Internet et la 3e langue de l'économie et des affaires dans le monde. Au total, 36 pays ont le français comme langue officielle. Et comment la langue française pourrait-elle évoluer dans les prochaines décennies ? Le rapport se montre plutôt optimiste. Le français pourrait être parlé par près de 590 millions de personnes d'ici 2050, dont 9 sur 10 en Afrique, selon Louise Mushike-Wabo, la secrétaire générale de la francophonie. Le continent africain devrait donc devenir le nouveau centre démographique de la francophonie grâce à sa forte croissance démographique, mais aussi grâce au progrès de la scolarisation et à la diffusion du français dans l'éducation. Comment expliquer justement cet engouement pour le français, notamment chez les jeunes en Afrique ? Pour 86% des étudiants africains, maîtriser le français est un véritable atout pour trouver un emploi dans des pays comme la Côte d'Ivoire ou le Sénégal. Beaucoup de jeunes voient le français comme une langue clé dans des secteurs comme le tourisme, l'hôtellerie, les technologies, l'innovation ou encore la diplomatie. Le rapport souligne aussi que le français, en tant que langue internationale et académique, facilite l'intégration professionnelle et les perspectives de carrière. Au fond, est-ce qu'on peut dire que l'avenir du français se joue en Afrique ? En réalité, c'est déjà largement le cas aujourd'hui. Près des 2 tiers des francophones vivent en Afrique, mais selon les projections du rapport, cette part devrait encore augmenter dans les prochaines décennies. L'Afrique devrait s'imposer encore davantage comme le cœur de la francophonie à l'horizon 2050. Merci beaucoup Pascal pour ce décryptage très précis. Mohamed Mbarki, on vient de le voir avec Pascal, il y a près de 400 millions de francophones dans le monde, c'est une bonne nouvelle. Bonjour d'abord et merci de votre invitation. Et merci de permettre à travers TV5 Monde la diffusion du rapport de l'Observatoire de la langue française de l'OIF. C'est vrai que c'est une bonne nouvelle, mais je voudrais dire que nous avons été très prudents dans le recensement et le dénombrement de francophones. Et nous avons pris justement que les données qui sont vérifiées, des données vérifiables en toute transparence. Et nous avons par exemple sur certains secteurs, par exemple l'enseignement du français et en français dans le préscolaire, nous avons recensé les élèves, mais nous n'avons pas intégré ce contingent au nombre de francophones actuels. Ceci pour dire que les 396 millions de francophones, c'est vraiment un minimum. Et donc, à l'avenir, nous allons affiner notre analyse, nos collectes de données à travers nos partenaires un peu partout dans le monde pour essayer d'intégrer également les jeunes qui sont scolarisés dans le préscolaire, notamment dans les pays francophones du Sud. Nivine Khaled, est-ce que ces très bons chiffres, ça signifie que la langue française est réellement plus utilisée dans le monde ?
Alors, ça dépend dans quel domaine. Ce qui est important, et c'est là qu'il faut avoir, au-delà des chiffres qu'on vient d'entendre, il faut avoir de la prudence et de la vigilance, notamment dans le domaine du numérique. Cela a été dit, je pense, c'est que les contenus francophones qui se trouvent dans l'environnement numérique sont de 4%, contre les contenus anglophones qui sont de 24%. Ça veut dire qu'il y a un déséquilibre, et ce déséquilibre, bien entendu, je donne l'exemple des contenus culturels francophones, est quelque chose qui porte atteinte à la diversité culturelle qui est au cœur du projet francophone. Donc il faut que nous soyons attentifs au fait que nous devons produire, créer et assurer que les produits culturels francophones soient présents, recommandables, accessibles et visibles sur la toile, pour nous assurer que cette diversité culturelle, qui est importante et qui permet d'avoir une pensée multiple, eh bien, elle soit aussi présente en ligne, sachant que le nouveau mode de consommation de la jeunesse francophone, mais même des personnes beaucoup plus âgées, c'est effectivement dans l'environnement numérique. Donc c'est là que nous devons être prudents et que nous devons travailler pour nous assurer de la présence en quantité et en qualité des contenus francophones dans l'environnement numérique. Yvan Kabakov, vous qui êtes sur le terrain, comment est-ce que vous voyez l'évolution du français quand vous rencontrez les gens lors de ces voyages? Alors habituellement, je vois un peu le verre à moitié plein. Là, j'avoue que depuis quelques années où je voyage à travers le monde, où je rencontre des francophones, je vois quand même la situation se dégrader malheureusement. Je trouve qu'il y a un sous-investissement de plus en plus important pour la promotion de la langue française sur le terrain et puis un des engagements politiques. Alors c'est vrai qu'en 2018, quand Emmanuel Macron a lancé un grand plan pour la langue française, il y a eu un grand espoir et c'est une grande mobilisation autour de la langue française et de la francophonie. 10 ans plus tard, moi, je trouve que ça a beaucoup baissé, malheureusement. Il y a le Covid aussi qui est passé par là. Et on a beaucoup d'institutions qui portent la langue française sur le terrain, qui sont vraiment en difficulté. Je pense bien sûr au réseau culturel français. Par exemple, les alliances françaises souffrent beaucoup depuis le Covid d'une grande concurrence d'autres plateformes en ligne qui proposent des cours de français. Et donc, beaucoup d'alliances françaises ferment. Je pense aussi qu'il y a moins d'argent qui est disponible dans les ambassades de France qui portent beaucoup la langue française pour justement faire de la coopération, permettre à ce que le français soit utilisé dans les écoles, soit promu. L'agence universitaire de la francophonie qui s'occupe de la mobilité étudiante francophone a perdu 75% de son budget. Quant au lycée français qui forme la crème de la crème des francophones dans le monde sont aussi fait face à des difficultés parce que les coûts augmentent, la compétition est importante. Donc je pense qu'il y a il est important aujourd'hui, je tire un peu le signal d'alarme ce soir en disant il faudrait peut-être se remobiliser aujourd'hui. J'espère que le prochain sommet de la francophonie qui a lieu à Phnom Penh sera l'occasion peut-être de mettre en place une vraie stratégie internationale pour la promotion de la langue française. Mohamed Mbarki, vous venez d'entendre. Qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer la promotion du français justement ? Merci pour votre question. En fait, la production de ce nombre-là de francophones que nous avons donc présenté dans le rapport, c'est à la suite d'un travail qui est rigoureux. Nous avons interrogé la dynamique de cette langue qui est vivante, qui se propage et se perpétue tout en évoluant dans ses structures et ses représentations. Et nous avons voulu rendre compte aussi de trajectoires éducatives, individuelles et collectives qui sont de plus en plus complexes et de plus en plus diversifiées. Nous avons aussi présenté en un instant figé des chiffres sur des dynamiques démographiques qui sont par essence évolutives. Et ce travail-là, c'est pour éclairer des choix politiques qui engagent à la fois le présent et l'avenir, mais aussi et surtout, c'est donner des repères pour penser et préparer la francophonie de demain. Ça veut dire que la dynamique qui est observée aujourd'hui, elle va évoluer. Et si vous regardez par exemple la forte croissance démographique des pays du Sud, dans le rapport, nous mettons par exemple en parallèle la dynamique dans plusieurs pays. On voit que la République démocratique du Congo, avec la mise à jour des données des Nations Unies sur la population, et en fonction de la proportion de francophones qui est dans ce pays-là,
la RDC va avoir, en juillet 2026, un peu plus de francophones que la France, qui est le foyer historique du français. Et donc, cette dynamique du nombre de francophones et de la diffusion du français va d'abord avec le système éducatif. Et donc, c'est pour ça que dans le rapport, nous avons consacré une partie importante du rapport à l'éducation et à la formation de et en français. Mohamed Mbarki parlait donc de la République démocratique du Congo. On parle souvent d'une francophonie qui est portée par l'Afrique. Est-ce que l'avenir du français se joue essentiellement là-bas? Oui, tout à fait, mais il se joue là-bas à condition que nous mettions les moyens, Yvan le faisait remarquer tout à l'heure, que nous mettions les moyens nécessaires pour que la scolarisation et l'enseignement de qualité du français accompagnent la démographie croissante de l'Afrique. C'est à cette condition qu'il y ait un enseignement de et en français de qualité, et c'est d'ailleurs ce que l'OIF fait. Nous avons des dispositifs adaptés aux différents contextes et aux différents statuts de la langue française. Vous savez que la langue française peut avoir soit un statut de langue d'enseignement, soit un statut de langue étrangère, français langue étrangère. Et selon les contextes et le statut de la langue française, nous adaptons des dispositifs et des mécanismes qui viennent accompagner et appuyer l'enseignement du français. Mais tout cela doit être porté en amont aussi par les politiques linguistiques et éducatives. Et surtout, il doit y avoir non seulement une volonté politique de scolariser à grande échelle et de qualité en français, mais au-delà de cette volonté politique, il faut des actions concrètes comme celles que nous menons, nous, à la francophonie, à l'OIF, avec un ensemble de programmes qui sont déployés sur le terrain pour accompagner la formation des enseignants, pour les doter. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour aller plus loin ? Il faut travailler sur l'enseignement, sur la scolarisation, ça c'est absolument indispensable. Et puis il faut sensibiliser, faire un plaidoyer pour que nous tous, francophones, nous ayons en tête que le meilleur moyen de promouvoir la langue française, c'est de la parler sans complexe, comme le dit notre secrétaire général, un français décomplexé, un français qui ne soit pas celui du centre ni de Paris, mais celui aussi des périphéries, le français avec tous ses accents, avec toutes ses bigarrures, avec toutes ses variations. C'est cela même qui fait vivre la langue française et qui en fait une langue vivante. Et c'est ces enrichissements-là qu'on doit accepter pour que le français soit non seulement une langue d'opportunité, mais une langue utile et fonctionnelle qui ouvre des voies à une jeunesse qui, comme on l'a dit tout à l'heure dans votre introduction, il y a quand même 9 sur 10 des jeunes francophones qui vivent en Afrique. Donc il faut aussi qu'on leur offre quelque chose et qu'il y ait aussi peut-être, on n'en a pas parlé, mais il y a aussi tout l'espace francophone économique qui est un espace à investir, c'est-à-dire qu'il faut que la langue française soit aussi un lien qui permette aux pays d'un même voisinage ou même éloignés les uns des autres de faire des affaires, de gagner de l'argent, de créer des contrats, de produire des opportunités d'investissement pour les jeunes, des opportunités d'emploi en français. Donc l'espace économique francophone, on l'a dit, la langue française est la 3e langue des affaires. La population francophone est de 1,2 milliard de personnes, c'est-à-dire 17% de la population mondiale. Et l'espace économique francophone génère 20% de l'économie mondiale. Donc il y a un vrai potentiel qu'il faut absolument aussi investir. Yvan, Nivine Khaled parle d'opportunités économiques. Est-ce que la France fait toujours rêver ? Alors, la francophonie, c'est pas que la France. Moi, on se bat, je pense, avec Nivine et toutes les institutions francophones qui s'impliquent pour la promotion du français. Il ne faut pas penser que la France. Effectivement, la France est un moteur important pour le développement de la langue française dans le monde. 70%, on peut le dire, des investissements sont apportés par la France. Mais justement, il faut sortir, il faut se décentrer un petit peu. Je crois que, pour revenir sur ce que disait Nivine, il y a le français comme langue d'enseignement. Voilà, dans les écoles, la plupart sont en Afrique et dans les pays où la langue française est la langue officielle, mais il y a surtout le français comme langue étrangère. Et c'est là qu'il faut aussi remettre des moyens, parce que est-ce que c'est pas la France qui fait rêver, c'est la langue française. Est-ce que la langue française fait encore rêver ? C'est ça aussi la question qu'on doit se poser. Est-ce que la langue française est encore une langue désirée ?
une langue désirable. Regardez comment l'espagnol prend la place du français dans la plupart des établissements scolaires à travers le monde. Pourquoi? Parce que la langue espagnole, elle est portée par des artistes comme Bad Bunny, on a des séries en espagnol, et puis c'est une langue festive. Je pense que la langue française a encore énormément d'atouts. C'est une langue qui fait rêver, c'est une langue avec laquelle on peut voyager dans l'espace francophone, mais il faut se mettre ensemble, je pense qu'il faut se mobiliser aujourd'hui pour réfléchir à comment faire de cette langue une langue désirable. Et je rejoins exactement ce que dit Nevin, il faut absolument que ce ne soit pas la langue française de l'Académie française, de la France, mais une langue complètement décomplexée, une langue accueillante. Moi, la plupart des gens, quand je les interviewe, ils ont peur de parler français parce qu'ils ont peur de leur accent et ils ont peur de faire des fautes. Il ne faut plus avoir peur de faire des fautes en français. Mohamed Barki, rapidement, le mot de la fin. Est-ce que la bataille de la langue se joue aujourd'hui sur les plateformes, les réseaux sociaux et l'intelligence artificielle? Beaucoup aussi. Entre autres, je dirais, dans notre rapport, nous avons souligné ces aspects liés au numérique et à l'intelligence artificielle. Mais il y a d'autres enjeux qui sont plus importants. Par exemple, l'enjeu de l'éducation et de la formation en français. Et donc, dans le rapport, on souligne bien que c'est à l'école que se joue pour une large part l'avenir de la langue française et que ces évolutions placent naturellement au premier plan un acteur majeur qui est la jeunesse. Donc la jeunesse, elle est nombreuse, elle est diverse, et elle est majoritairement plurilingue dans l'espace francophone. Et donc c'est une jeunesse qui apprend le français, qui l'utilise, qui le transforme, qui le façonne et qui lui ouvre de nouveaux espaces d'expression, à la fois dans la culture, dans les médias, dans le numérique et dans la vie professionnelle. Et donc, nous avons souligné dans le rapport que comprendre la francophonie d'aujourd'hui, c'est donc nécessairement regarder vers cette jeunesse. Et c'est là que se joue l'essentiel, notre capacité collective à offrir à cette jeunesse une langue de savoir, une langue de mobilité, une langue d'employabilité et une langue de participation citoyenne. Merci beaucoup, Mohamed Barki, d'avoir participé à ce débat. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous.